Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un petit peu le tour des news au niveau des GPU et des CPU. Il y a eu pas mal de trucs ces 2 dernières semaines. J'avais pas vraiment fait de récap des news depuis ce temps-là, parce que j'étais pas mal occupé avec mes benchmarks et d'autres trucs par la suite. Du coup, ben, c'est peut-être pas plus mal au final, hein, parce qu'il y a pas mal de trucs qui passent et qui sont validés ou invalidés par la suite. Du coup, ça permet de se laisser un petit peu de temps pour vérifier. Et du coup, on va faire le tour. On y va, c'est parti. Et donc du coup on commence avec une news qui a un peu fait le tour la semaine dernière, c'est comme quoi Nvidia s'apprêterait à relancer des RTX 2060 pour combler au manque de GPU sur le marché actuellement. Alors c'est une news qui a débuté de chez overclocking.com, alors après perso ça me laisse un peu perplexe. Pourquoi? Alors le fait qu'Nvidia relance une production de RTX 2060, pourquoi pas? Par contre, l'article se contredit un petit peu lui-même. D'un côté, ils disent que c'est pour les OEM, et de l'autre côté, ils disent que c'est la production au détail chez les partenaires. Alors si c'était uniquement pour les OEM, il n'y aurait pas de production qui serait prévue pour le retail, hein, donc pour les boutiques d'informatique classiques. Et si c'est les deux, bah à ce moment-là, il y avait juste à préciser que c'était pour les deux. Du coup, est-ce que c'est uniquement pour les OEM qui sont effectivement eux aussi impactés par le manque de GPU actuellement, ou est-ce qu'il y aura aussi de la prod de lancer de 2060 et de 2060 Super pour le desktop, donc les gens qui achètent au détail? On verra bien. Alors après, hein, le gros problème, c'est qu'apparemment, ce serait vendu au prix de la carte tel qu'il était à la sortie de la carte, donc ce qui ont fait les cartes pas spécialement intéressantes, hein, parce que la 2060 Super à 400 balles, c'est à peu près le prix d'une 3060 Ti, ça paraît difficile à justifier. Donc c'est à voir, hein. Est-ce qu'on verra effectivement des 2060 réapparaître sur le marché, ou est-ce que ce sera réservé pour les assembleurs, les OEM? On verra bien. Alors après, niveau production, c'est tout à fait possible, hein, ça n'utilise pas du tout les mêmes unités, lignes de production que pour les RTX 3000 ou les cartes d'AMD actuelles, donc ça ne dérangerait personne à ce niveau-là, donc pourquoi pas. Après, ça pourrait être une news intéressante si les tarifs étaient compétitifs, et là, ça n'a pas l'air d'être le cas, et donc du coup, ça n'intéressera pas grand monde pour ceux qui s'achètent un ordinateur actuellement ou qui se montent un PC. Je vois pas trop l'intérêt. Donc deuxième news dont on entend parler un petit peu ces derniers temps, c'est l'histoire qu'Nvidia recommencerait à faire des cartes graphiques dédiées au minage de GPU. Ça vient de chez Coindesk, hein, un site de news relativement respectable au niveau des news des crypto-monnaies, où ils indiquent que Nvidia pourrait être intéressé de relancer ce type de produit si la demande était assez forte. Grosse info, c'est probablement... L'intérêt est clairement là actuellement, hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Quand on voit les 5700 XT qui se vendent à 500 balles en occasion, même sur le bon coin, il y a de la demande. Mais alors après, est-ce que ce sont des produits qui pourraient intéresser les mineurs de crypto-monnaies et qui les feraient se déplacer vers ces produits-là par rapport aux GPU tels qu'on les a, les GPU normaux? Perso, je vois pas trop l'intérêt, à part si c'est des produits largement plus optimisés minage, qui auraient des performances supérieures et qui auraient un prix attractif. Parce que là, ce qui risque de se passer, et le gros problème pour les mineurs en général, c'est que à la revente, ce type de produit-là dédié au minage, donc sans affichage, ça n'a aucun intérêt. À la revente, on récupère que dalle. Tandis qu'un GPU, ça se revend quand même à un prix relativement correct, même plusieurs mois après, sans souci particulier. Donc ça va pas spécialement intéresser les mineurs. C'est limite, ça va juste leur permettre d'avoir encore plus de cartes, ils vont acheter les deux. Pour les plus gros d'entre eux. Les petits mineurs chez eux, dans leur coin, ils vont toujours s'acheter des cartes graphiques plutôt que des cartes dédiées au minage, puisque ça conserve sa valeur, tout simplement. Donc malheureusement, ça changerait pas grand-chose pour nous joueurs que ces GPU spécial crypto puissent ressortir. On a déjà vu ce que ça a donné par le passé à ce niveau-là, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc bon, c'est une bonne nouvelle sans en être vraiment une. Moi, je suis plutôt du parti de dire que ça changera rien. Donc on enchaîne ensuite avec le segment 3060, alors il y a pas mal de news au niveau de la 3060. Donc apparemment, il y aurait la distribution des exemplaires de test pour les testeurs à partir du 19 février. Donc ça va arriver assez vite, hein, c'est dans 2-3 semaines maintenant. Ça devrait être intéressant. Perso, j'essaierai peut-être d'en trouver une pour rajouter à mon panel de bench que j'ai fait dernièrement. Ça pourrait être intéressant de voir comment ça se comporte. Par contre, moi ce qui me gêne, c'est un peu la deuxième news. C'est que, au niveau de la 3060, il n'y aurait que des modèles faits par les partenaires, donc il n'y aurait pas de Founder Edition. Alors on sait que le prix, normalement, est censé être d'environ 330
euro, dollar entre guillemets, pour les prix conseillés, donc le plus bas. Mais comme il n'y a que des éditions faites par les partenaires, ben j'ai quand même l'impression qu'on se retrouvera avec aucune carte à ce prix-là. À mon avis, les partenaires d'Nvidia vont pas se gêner pour les vendre plus cher. Parce que bon, faut bien garder à l'esprit que ce qui garde un petit peu les prix à des niveaux raisonnable sur les autres gammes, c'est parce qu'il y a les Founder Edition derrière, que beaucoup de monde n'est pas prêt à mettre le prix en plus pour des customs par rapport à la Founder Edition. Donc pas de Founder Edition, ça fait un peu peur. Concrètement, si les 3060 se retrouvent au prix des 3060 Ti, pas vraiment une bonne affaire. Alors après, personnellement, cette sortie de la 3060, elle me fait un peu peur pour la 3060 Ti en général. À mon avis, Nvidia va mettre plutôt le paquet sur la production de 3070 et plus trop sur la production de 3060 Ti. Pourquoi? Ben, les 3070, elles se vendent beaucoup plus cher, et même encore plus que les 100 $ de plus qui sont prévus normalement. On peut pas spécialement dire qu'Nvidia a du mal à les écouler. Actuellement, les cartes se vendent même au prix de la 3080 de base. Donc pourquoi s'embêter à sortir une 3060 Ti qui est grosso modo la même carte que la 3070, mais moins chère, quand en face, il n'y a pas de concurrence dans cette gamme de prix-là, et quand les 3070 se vendent très bien. Donc je serais pas spécialement étonné que l'on voit de moins en moins de 3060 Ti, et que l'on trouve de plus en plus de 3060 normales, et plus de 3070, mais que la 3060 Ti soit beaucoup moins fréquente qu'elle l'est actuellement. Puisque au niveau de chez AMD, on sait très bien que les 6700 XT ne vont pas arriver tout de suite, ça risque d'arriver plus tard, donc ça laisse un peu le champ libre à Nvidia pour faire un peu ce qu'il veut dans le milieu de gamme, et des dernières rumeurs qu'on a eues, les 6700 XT de toute façon ne seraient pas au niveau de la 3060 Ti, mais elle devrait se situer un peu entre la 3060 Ti justement et la future 3060 qui devrait débarquer. Et je ne pense pas que ça gêne énormément AMD de se placer justement dans ce petit creux qu'Nvidia lui laisse entre la 3060 et la 3070, parce que du coup il y aura un gap. Et si la 3060 Ti se fait rare, bah, pour AMD c'est tout bénef. Donc ce sera intéressant de voir comment ça se passe sur le milieu de gamme, hein, mais bon, toujours est-il que pour l'instant c'est pas terrible, et j'espère malgré tout que la production de 3060 Ti continue, parce que c'est vraiment une très très bonne carte. Encore une fois, hein, je le redis, le nombre de fois où je vois les gens insister sur le fait que la 3060 Ti est une carte dédiée au 1080p, ça me fait halluciner. Enfin, je veux dire, il y a 3-4 mois, on aurait dit la 2080 Super, c'est une carte pour le 1080p, tout le monde vous aurait dit que vous étiez malade, hein. C'est une très bonne carte en 1440p aussi. En 4K, c'est moins intéressant, évidemment, mais la 3060 Ti et la 3070, encore une fois, sont vraiment très très proches. Il y a 10% de différence en performance. 10% ça peut paraître beaucoup en pourcentage, mais une fois qu'on ramène ça en jeu, c'est pas grand chose du tout. Pour un jeu qui tourne à 100 FPS, c'est 90, et pour un jeu qui tourne à 60 FPS, on va dire que ça fait 55. Concrètement, si un jeu rame avec une 3060 Ti en 1440p, ça rame aussi avec une 3070. Est-ce qu'elle vaut 100 balles de plus, voire 200 balles de plus, comme on a actuellement? Pour moi, clairement pas. La 3060 Ti, c'est vraiment la carte la plus intéressante de la gamme actuelle chez Nvidia, avec la 3080. La 3070 et la 3090, pour moi, c'est des modèles trop chers par rapport à la carte juste en dessous. Encore une fois, hein, la 3070 est une très bonne carte graphique, c'est pas le problème. Le problème, c'est le placement tarifaire de celle-ci par rapport à la 3060 Ti. Si la 3060 Ti avait été un petit peu plus chère, ou si la 3070 avait eu plus de RAM, la question se poserait même pas. Mais là, elles sont vraiment trop proches pour un écart de prix plutôt conséquent quand même. Je vois pas pourquoi on irait s'embêter à payer 100 balles de plus pour une 3070 qui apporte grosso modo les mêmes performances que la 3060 Ti. Donc ensuite, on passe un petit peu sur les cartes de prochaine génération, hein. On entend encore parler de rumeurs sur ces modèles-là, donc qui devraient arriver 2022. Hein. Concrètement, je pense que là, on peut s'attendre à ce que rien ne sorte en 2021 pour les modèles de prochaine génération. Par contre, en 2022, ça risquerait d'arriver quand même première moitié de l'année à mon avis. Donc une news sur Digitimes apparemment, Nvidia, la prochaine génération se passerait sur le 5 nanomètres de chez TSMC et non plus chez Samsung. Alors ça va un peu à l'encontre de ce qu'on avait entendu il n'y a pas si longtemps, quoi Nvidia va renouveler son contrat avec Samsung et qu'ils étaient amenés à bosser sur le 5 nanomètres de chez Samsung pour la prochaine génération de GPU. On verra bien, toujours est-il que très probablement donc la prochaine architecture d'Nvidia, Lovelace et non plus Hopper, vu que Hopper a été repoussé, se passerait sur du 5 nanomètres, soit chez Samsung, soit chez TSMC, tout en sachant que le 5 nanomètres de chez Samsung équivaut plus au 7 nanomètres de TSMC qu'autre chose,
Donc il y a un demi-note de différence, pas énorme, mais ça peut faire la différence selon que ce soit chez l'un ou l'autre sur l'efficacité de la puce. On voit un petit peu ce que ça donne actuellement. Le 8 nanomètres de chez Samsung, c'est pas la finesse de gravure la plus efficace qu'on ait jamais vue, loin de là. Si Nvidia était resté chez TSMC, je pense que les puces Ampère seraient beaucoup plus efficaces qu'elles ne le sont actuellement. Alors après, ça peut tout à fait être pour les puces professionnelles, hein. Souvenez-vous quand même que les puces Ampère professionnelles sont sur le 7 nanomètres TSMC. C'est juste les cartes GeForce qui sont sur le 8 nanomètres Samsung. Ça pourrait être la même chose pour les prochaines cartes professionnelles d'Nvidia qui seraient peut-être sur le 5 nanomètres TSMC, quand la gamme grand public serait sur le 5 nanomètres Samsung, pourquoi pas. Pour rappel, hein, Lovelace, la prochaine architecture qui a été du coup lancée entre deux, hein, parce que c'était pas prévu à la base. Bon, on en a parlé dans une précédente vidéo, vous pouvez aller voir si vous voulez plus de détails. Encore une fois, on doublerait grosso modo le nombre de QI-d'accord par rapport à la génération actuelle, et comme je disais dans cette vidéo-là, c'est pas parce qu'on double le nombre de QI-d'accord qu'on double les performances. Particulièrement si on reste sur la même architecture que Ampère actuellement, qui ne scale pas très bien au niveau de ses QI-d'accord. Je veux dire, c'est pas parce qu'on en rajoute énormément qu'on a des performances qui s'envolent. Donc la puce serait certainement beaucoup plus performante qu'Ampère, encore heureux, mais il faut pas non plus s'attendre à du 2 fois plus de performance, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais bon, on a encore le temps de voir comment ça va évoluer à ce niveau-là. Personnellement, je pense que Lovelace, vu que c'est une architecture lancée un peu à la va-vite entre deux, c'est pas pour ça qu'elle ne sera pas bonne. Par contre, je pense qu'elle aura énormément de points communs avec Ampère, probablement une évolution plus ou moins importante de cette architecture-là, en espérant qu'ils en corrigent les défauts. Et donc en parlant de GPU de prochaine génération, ben là, ça se passe du côté de chez AMD, donc on reparle de Navi 31, donc ce qui serait les Radeon RX 7000 probablement. Et donc là, comparativement à Nvidia, on sait déjà que cette prochaine architecture de chez AMD serait construite sur le 5 nanomètres de chez TSMC. C'est déjà prévu, c'est déjà dans les tuyaux. AMD, dernièrement, ont précisé qu'ils étaient dans les temps au niveau de cette architecture-là, du coup je pense que ça devrait se faire. Et autant Hopper a été repoussé chez Nvidia, autant le Navi 31 devrait effectivement être le premier GPU à avoir des chiplets, donc une architecture multi-chip, le MCM, qui apparemment donne des difficultés à Nvidia vu qu'ils l'ont repoussé. Apparemment chez AMD, c'est encore d'actualité. Et donc au niveau des rumeurs, on aura une carte avec donc plusieurs chips, et donc pour rappel, hein, le multi-chip, ça permet à AMD de faire comme sur les Ryzen, hein, c'est-à-dire au lieu de faire une grosse puce avec plein de corps dedans, comme par exemple le fait Intel actuellement, d'avoir plusieurs petites puces et de les assembler ensemble avec ce qu'ils appellent sur les Ryzen l'Infinity Fabric. Et donc chez AMD, ce qu'on voit depuis la sortie de la première architecture Ryzen, c'est qu'ils ont grandement amélioré l'efficacité de l'Infinity Fabric. Bon, on voit qu'aujourd'hui, avec l'architecture de Ryzen de dernière génération, on est passé même devant Intel. Donc AMD ont clairement une expérience à ce niveau-là que n'a pas Nvidia non plus actuellement, donc c'est pas surprenant qu'AMD ait pris de l'avance là-dessus. Et donc, ce dont on entend parler là actuellement, c'est que les prochaines puces de chez AMD pourraient comporter 2 chiplets de 80 compute units. Pour rappel, la 6900 XT actuelle, c'est 80 compute units. Donc AMD serait capable, avec une finesse de gravure plus petite, de produire 2 petites puces de 80 compute units et de les assembler sur la même puce. Ce qui, là aussi, devrait nous donner un bond en performance significatif, un peu comme sur la prochaine puce d'Nvidia. Par contre, est-ce que ce sera du x2 ? Ça, on sait pas. C'est pas parce qu'on a le double de compute unit que l'on aura le double de performance sur le RDNA 3. À moins qu'AMD ait trouvé la recette magique pour que tout ça fonctionne vraiment très bien. Après tout, pourquoi pas, hein, on voit qu'actuellement sur les Ryzen, ils arrivent à faire ça très bien. Alors après, par contre, on entend aussi sur Twitter, toujours sur cette prochaine architecture d'AMD, pas mal de rumeurs. Et apparemment, la personne aurait trouvé tous les dépôts de brevets d'AMD pour 2021, et du coup, il y a pas mal de choses qui sont apparues. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça sur Twitter, et on parle aussi un petit peu de la prochaine architecture au niveau du ray tracing d'AMD. Et donc apparemment, évidemment, on s'attend à ce que sur la prochaine architecture de carte d'AMD, les performances en ray tracing soient largement meilleures que sur la génération actuelle. Ça paraît logique. Toujours est-il que si vous aimez les trucs un peu techniques, vous pouvez aller jeter un œil là-dessus, c'est pas inintéressant. Et ensuite, on termine avec la dernière rumeur, donc c'est que l'architecture Intel Alder Lake S serait prévue pour septembre. Alors Alder Lake, ce serait le successeur de la génération 11 de chez Intel qui n'est même pas encore sorti et qui devrait sortir le mois prochain. Donc ce qui nous donnerait encore une fois une série 10, 11 et 12 qui se suivent tous les 6 mois. Alors on sent un petit peu le désespoir chez Intel actuellement, je trouve.
Et puis ça voudrait dire aussi que cette série 11, qui n'est même pas encore sortie, devrait avoir une durée de vie vraiment très courte. Alors après, est-ce qu'il y avait vraiment nécessité de sortir cette série 11 au final? Si c'est pour la faire vivre que 6 mois, personnellement, je trouve pas ça très utile. Puisqu'encore une fois, hein, les cartes mères qui vont sortir là pour la génération 11 ne seront pas compatibles avec la série 12 qui va débarquer en septembre. C'est vraiment étrange et c'est pas spécialement rassurant pour les acheteurs entre guillemets. Puisqu'en plus, hein, cette architecture est censée fonctionner avec de la DDR5, du PC Express génération 5, donc ce serait vraiment la nouvelle génération de chez Intel, tandis que la génération la 11 qui va sortir d'ici peu, c'est un peu lancé là pour combler le manque, hein, je dirais, pour de rattraper AMD au niveau des performances gaming, ce qui n'est plus le cas actuellement, même si les processeurs Intel de génération 10 étaient tout à fait excellents en gaming, hein, c'était pas le souci, AMD était passé devant. Alors est-ce qu'il y avait besoin de lancer une nouvelle architecture, entre guillemets, pour repasser devant de 1 ou 2% pendant 6 mois? Personnellement, je vois pas trop l'intérêt. Surtout que ça n'allait pas sans défaut, hein, puisque je vous rappelle que l'architecture 11 chez Intel est capé à 8 corps, 16 threads maximum au lieu de 10 et 20 threads sur la génération 10, ce qui fait que même si Intel rattrape son retard au niveau du gaming, par contre en applicatif, ils seront encore moins intéressants que la génération actuelle. Surtout qu'apparemment au niveau des fuites, au niveau des prix actuels, ça a pas l'air terrible, hein. Ils font pas spécialement de rabais, ce qui nous donnerait des puces un i9 avec 8 corps 16 threads et un i7 avec 8 corps 16 threads aussi, ce qui fait que la gamme i9 est un peu inutile sur cette génération 11. Par contre, plus bas dans la gamme, on pourrait peut-être avoir quelques bonnes affaires pour le gaming. Alors après, hein, la chose intéressante, c'est que Intel, les processeurs seraient peut-être en stock, ce qui n'est pas le cas chez AMD encore pour le moment, même si on voit des améliorations et qu'on voit plus de disponibilité, principalement du 5600X et du 5800X. Mais pour tout ce qui est applicatif, clairement, ça restera chez AMD que ça se passe jusqu'à septembre, où on verra justement ce que ça donne cette nouvelle architecture Intel et si les performances sont enfin au niveau à minima des processeurs Ryzen, qui ont quand même pris une sacrée avance au niveau applicatif. D'ailleurs, un petit point rapide, au niveau entrée de gamme actuellement, au niveau des processeurs, les processeurs Intel ne sont pas inintéressants du tout pour du gaming. Le 10400KF, il me semble, à environ 150 balles, est vraiment hyper intéressant pour du gaming. C'est du 6 core 12 threads, il ne peut pas être overclocké certes, mais au niveau performance brute, en jeu, il a une fréquence moins élevée que le 10600K par exemple, mais il s'en sort vraiment très bien en gaming, hein. Il y a un test chez Hardware Unbox là-dessus, je vous mettrai un lien si vous voulez dans la description, où on voit que ce petit processeur s'en sort vraiment pas trop mal. Et le 10600K chez Intel reste aussi hyper intéressant au niveau des 200-250 balles, puisque lui peut être overclocké si on achète les cartes mères haut de gamme de chez Intel, où là vous avez pratiquement les performances du 10900K en gaming. Donc ça peut être intéressant, vu la difficulté actuelle de trouver des Ryzen de dernière génération chez AMD. Par contre, hein, tout ce qui est au-dessus de ça, je vous enverrai plus facilement vers AMD au niveau des processeurs, puisqu'ils sont beaucoup plus intéressants dans l'ensemble en applicatif. Enfin bref, voilà un petit peu ce qu'il y avait à dire cette semaine, ou sur ces 2 dernières semaines, au niveau des nouveautés, entre guillemets, au niveau des bruits de couloir, au niveau du hardware. On verra ce qui se passe dans les prochaines semaines. Je vous avoue que j'ai pas mal de trucs encore à gérer en préparation pour la chaîne YouTube, hein. Et du coup, je voulais faire cette petite vidéo entre deux. Je tiens aussi à vous remercier vraiment, hein, pour tous les petits nouveaux qui viennent de nous rejoindre dernièrement. Encore une fois, hein, on est passé de quasiment 0 abonnés à la chaîne il y a 2-3 mois. On approche actuellement les 1500. Ça fait vraiment hyper plaisir, hein, encore une fois. Perso, je m'attendais pas à ça. On grimpe tout doucement, ça fait plaisir. Du coup, n'hésitez pas, hein, à vous abonner si ça vous plaît ou si vous voulez avoir plus d'infos. Je serai toujours là pour vous répondre si vous avez des questions. Donc n'hésitez pas justement à poser ces questions dans les commentaires si vous en avez. Si vous parcourez un petit peu mes vidéos, vous verrez que j'essaye de répondre quasiment à chaque fois. Après, il peut arriver que je rate une réponse ou deux, n'hésitez pas à me relancer. N'hésitez pas aussi à venir voir sur le stream, hein, si vous avez des questions, je serai toujours content d'y répondre. Et puis c'est tout pour aujourd'hui, hein, du coup. Je vous fais des gros bisous, à la prochaine, salut!